Et donc on est passé de 130 à 550 salariés La en vache, quelques ok. semaines, avec 30 millions de chiffre d'affaires, une présence sur différents continents. Comment tu fais au début pour avoir genre une levée de 5 millions avec un PowerPoint alors? Et donc ça, c'est ma vision à moi, c'est de me dire en fait ton IA c'est un copilote, c'est pas un remplacement de l'humain. On a levé 15 millions donc en 2 ans avec des top fonds d'investissement et sur une croissance fulgurante. Faire des mails de masse, des appels de masse, j'y crois plus. En fait, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la qualité. 50% des mauvais commerciaux seraient remplacés par l'IA. En vrai, 100% des bons commerciaux allaient juste exploser avec l'IA. Mon but à moi, c'est de faire la boîte la plus grosse possible, d'atteindre le milliard de valorisation d'ici 2030 et de réussir à atteindre cet objectif-là avec une croissance d'ARR constante. Il faut que tu aies un bon budget, il faut que tu ailles au moins avec 5 millions d'euros quoi, pour être sûr d'avoir assez de budget pour réussir à t'implanter et réussir à faire ta place. Bah écoute, Dorian, écoute, enchanté. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast Offcast. Avant de te poser la question, on va dire, de ce que tu as fait la semaine dernière qui a été Game Changer, parce que c'est un peu, on va dire, la question phare du podcast, est-ce que tu pourrais juste te présenter et présenter Zelig en juste quelques secondes avant qu'on vraiment on aille en profondeur sur ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, enchanté Valentin, super content d'être avec toi. Donc moi, je suis CEO et cofondateur de Zelic. J'ai monté la société il y a 2 ans. Je suis déjà entrepreneur d'une dizaine d'années. Ma précédente boîte, c'était Ivancy, que j'ai grandi de 0 à 130 salariés quand j'avais 25 ans et que j'ai revendu à un fonds d'investissement américain. Et là, Zelic, on est une solution qui permet aux commerciaux d'être beaucoup plus efficaces. On leur permet d'avoir les bons contacts, les bonnes datas, donc numéro de téléphone et email, et de prospecter sur du multicanal. Équipe de 40 personnes, internationale. On a levé 15 millions donc en 2 ans avec des top fonds d'investissement, mais sur une croissance fulgurante. Ok. C'est beau. Ouais, justement, c'était ma première question, parce que j'avais vu passer un levé de 5 millions, mais je savais pas que tu étais à 15 millions maintenant. Ok? Et Ok, impressionnant. Justement, comment tu fais au début pour avoir genre une levée de 5 millions avec un PowerPoint alors? En vrai, la question derrière, c'est à quel point tu avais déjà un background, parce que bon, si tu avais déjà revendu ta boîte, forcément, on va dire que t'inspires confiance. Mais quand même, tu as levé 5 millions juste avec un PowerPoint et une idée, c'est quand même impressionnant. ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le succès d'Ivancy m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'ai décidé de monter une nouvelle boîte, j'avais déjà les investisseurs, les business angels et les fonds qui me connaissaient. Et donc j'ai regroupé en 2 semaines l'intégralité de la somme parce que les premiers copains ont décidé de me suivre dans le projet. Et après, les fonds d'investissement m'ont écrit, j'en ai greffé un qui est Résonance. Donc franchement, c'est vraiment mon background et l'exit d'Ivancy qui m'a aidé. Ok, ouais, carrément. T'avais des chiffres ou pas sur Evansy ou pas? Je sais pas si c'est public. Ouais, ouais, je peux te donner les chiffres. Donc on est monté à 130 collaborateurs, dispatchés entre 3 pays. Donc on avait un bureau à Cologne, un bureau à Madrid et le headquarter qui était à Paris. Sur la société, on est monté à 5 millions d'ARR au moment de la Ok. vente. Et après, on a continué de croître sur l'ARR. Ouais, j'ai vendu la boîte en octobre 2021. Donc, j'ai fait un super bel exit parce que j'ai vendu un fonds d'investissement qui s'appelle PSG Equity qui a créé un build-up, c'est-à-dire qu'il a fusionné 10 sociétés françaises et il a créé le groupe Skippers. Et donc, on les a rejoints en octobre et ça a été une expérience incroyable parce que j'ai fait 1 an dans le groupe. Et donc, on est passé de 130 à 550 salariés La en quelques vache, ok. semaines avec 30 millions de chiffre d'affaires, une présence sur différents continents, à fusionner 18 cofondateurs et 10 boîtes en 1 an. C'était exceptionnel. C'est vrai que c'est très très beau. À la fois, t'es un des rares, on va dire, fondateur qui a revendu sa boîte, tu vois, qui est resté un petit peu dans sa boîte, tu vois, pour faire un peu une sortie en douceur pendant un an. En général, les fondateurs, on va dire, disent que c'est un peu leur pire période parce qu'en fait, ils se sont sentis un peu genre salariés de leur boîte parce qu'ils ont fait leur exit et ils continuent à bosser là-dessus. Toi, pour le coup, ça t'a pas dérangé de faire ça? Bon, en fait, dans la négociation que j'ai pu avoir, tu as plusieurs choses que j'ai dû négocier. Tu as le montant de ton deal, donc la valorisation de ta société, le montant auquel tu sors. Deuxième des choses, c'est l'earn-out. Est-ce que tu dois rester dans la société et si oui, combien de temps? Moi, j'avais pas d'earn-out, j'avais aucune obligation de rester dans la société. Et après, tu as tes levers et ta gap, donc la garantie actif-passif et les levers. Donc, tu as le good, le bad, le medium lever. Et donc, en fait, les conditions que j'ai pu avoir étaient très bonnes, qui ont fait que j'avais aucune obligation de rester post-acquisition. Je suis resté pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais accompagner mes salariés et pas leur dire, écoutez, j'ai vendu, j'ai pris mon chèque, je vous laisse, ciao ciao. Et la deuxième des raisons, c'était que c'était intéressant pour moi de comprendre comment fonctionne une scale-up et de faire partie justement de ce comité de direction-là et de me dire, ok, voilà comment on va fusionner 10 sociétés ensemble en 1 an. Et je trouvais ça challenging et intéressant et donc je suis resté 1 année. Mais j'avais pas d'obligation de rester. Ok.
C'est du coup, question un peu évidente, mais je suppose qu'avec Zelig, l'objectif c'est de faire au minimum ce que tu as déjà fait, voire beaucoup plus. Beaucoup plus. Non, non, le minimum me suffit Beaucoup pas. plus. Si je me suis relancé, c'est pour faire un mastodonte et une des plus grandes boîtes au monde sur mon secteur d'activité. Et c'est ça qui m'a donné envie de me relancer. Sinon, franchement, si c'était pour faire une boîte comme Ivan6 qui était déjà très bien, je me serais pas relancé. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut quand même le faire, parce que t'as pris ton chèque, tu pourrais, on va dire, vraiment y aller vraiment tranquille, voire peut-être même ne plus rien faire, et tu décides de un, de repartir, deux pour une grosse boîte, de trois quand même pour un sales prospecting tool, enfin, on va dire un SaaS de prospection qui est quand même un des trucs les plus concurrentiels en ce moment, tu vois, parce qu'il y en a plein qui se lancent. Donc ouais, genre, toi l'idée t'es vraiment drivé par, alors je sais pas si c'était la licorne, enfin peut-être pas jusqu'à la licorne, je me rends pas compte. Ouais, il y a plusieurs choses qui me drive. La première des choses, c'est que l'influence marketing, c'était pas un secteur qui m'intéressait. Donc tu vois, j'ai fait une belle société que j'ai bien revendue, mais dans un secteur qui me passionnait pas. Et en fait, quand j'ai décidé de remonter un projet, je voulais faire quelque chose que j'aime. Et moi, j'adore les commerciaux. J'adore la vente, j'adore le revenu, j'adore faire du chiffre d'affaires, j'adore gagner des contrats. Et en fait, je m'étais dit, je vais monter une boîte dans un secteur que j'aime bien. La deuxième des choses, c'est qu'avec Ivancy, j'ai monté des bureaux en Europe, mais en fait, j'ai pas lancé les États-Unis. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et j'ai envie de réussir. Et donc, je me suis dit, bah, le nouveau projet, ça doit devenir une boîte américaine. Et aujourd'hui, Ivancy, c'est bah, Zelic. Tu vois, c'est pas une boîte française. Pour moi, c'est une boîte internationale. Ça va être une boîte américaine. Et après, la troisième des choses, c'est que le statut de licorne, c'est quelque chose qui m'excite, qui me donne envie. Ou le statut de centaure, tu as les 100 millions de chiffre d'affaires à atteindre. Ok? Et sur le marché dans lequel on est aujourd'hui, il y a de la place pour faire même une décacorne ou tous les noms qu'on peut trouver, tu vois, mais on peut faire des centaines de millions de chiffres d'affaires sur notre secteur d'activité. Et on est pile poil au bon moment sur notre entrée de marché il y a 2 ans pour réussir à être le prochain leader. Il y a beaucoup d'acteurs, ça va être dur comme tu l'as dit. Il n'y aura pas tant de sociétés qui vont réussir dessus. Il y en a certaines qui vont réussir à vivoter, mais des leaders, il y en aura peut-être 3. Et j'essaie de faire le maximum pour que Zelix soit le prochain leader. Ok. Parce que justement, quand tu dis, on va dire, dans la niche, il y aura trois leaders, concrètement, c'est quoi ta niche? Parce qu'on a parlé rapidement en off, tu m'as dit que à la fois l'ennemi, c'était on va dire, un concurrent direct, par exemple, mais à la fois, tu fais des choses différentes. Tu peux peut-être presque même être mis on va dire, en concurrence avec d'autres CRM aussi, qui font pas, on va dire, franchement de la prospection. En vrai, dans les grandes lignes, c'est quoi ton secteur en soi? Ouais. Alors, sur la partie prospection, nous, on va se battre et on va être compétitif avec des outils comme SalesLoft, Outreach, Gong, sur toute la partie prospection. Comment je gère une équipe commerciale qui fait de la prospection. Donc, avoir un espace de travail commun aux commerciaux. La deuxième des parties sur laquelle on est très bon aujourd'hui, ça va être toute la partie data. C'est comment je fournis un bon numéro de téléphone, un bon email ou des contacts à ton équipe commerciale, à ton marketing ou à tes sales ops pour qu'ils puissent travailler la donnée et obtenir des leads en fait, dans leur quotidien. Donc on a réuni les meilleurs des deux mondes pour créer Zelic, qui est donc 50% de data, 50% de prospection. En tout cas, à l'heure aujourd'hui, on a parlé un peu de la vision que j'avais et que je pourrais t'en parler pendant le podcast. Mais donc voilà, ça c'est Zelic actuellement. Et l'Emlist aujourd'hui, on a beaucoup de features en commun. La grande distinction qu'on a aujourd'hui, c'est cet espace de travail collaboratif où on est au-dessus du marché. Par contre, toute la partie données, séquences, c'est des choses qu'ils font également, même si sur la partie données, aujourd'hui, on est largement meilleur. Ok. Mais très belle Bah, boîte. justement, ce que tu m'as... C'est une très belle société. Ouais, non, mais c'est sûr. Carrément. Parce que eux, pareil, enfin, ils sont basés en France et pourtant, je pense 90% de leur, peut-être pas 90%, mais une grande majorité, c'est les US. En général, on va dire c'est worldwide. Tu vois, j'ai vu que sur ton LinkedIn, tu publiais en anglais et parfois il y avait quelques posts en Exactement. français. T'es quand même basé en Espagne. La France, c'est quand même un marché important pour toi ou genre vraiment pas du tout? Ouais, provient de Ok. l'international. Non. Et on a la partie SLG, Sales Led Growth, c'est comment on croit grâce à l'équipe commerciale. Sur la partie PLG, les users viennent du monde entier. Donc on a vraiment des users à l'international du monde entier, d'où le fait que notre communication est en langue anglaise, que donc le marketing est en anglais, les articles sont en anglais, les communications que moi je fais également sur LinkedIn sont principalement en langue anglaise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur la partie sales, l'équipe commerciale est basée en France et nos clients sont français. Par contre, on a vocation à assez rapidement ouvrir le marché américain même sur la partie sales. Donc ça, c'est, on a vocation à le faire et très rapidement. Et après, pourquoi je fais parfois des posts en français? C'est juste que, bon, langue natale, parfois c'est plus facile, parfois j'ai envie de toucher une audience aussi un peu plus française, mais j'essaie de communiquer le plus souvent possible en anglais parce que c'est l'ambition qu'on peut avoir pour la boîte et parce que dans les équipes, j'ai pas que des francophones.
Et donc en fait, même pour eux, je dois faire l'effort aujourd'hui de publier en anglais pour qu'ils puissent comprendre mes posts. Alors tu peux avoir la traduction sur LinkedIn, mais je dois faire cet effort-là pour tout le monde. Ok, ouais, totalement. Parce que justement, tu as parlé de vision, et en off, tu me disais qu'en fait, là, ce que tu as, c'est plus ou moins la première étape de ton plan pour ensuite aller beaucoup plus loin, on va dire, dans le développement et dans l'aide aux commerciaux. Je suis quand même curieux d'en savoir plus sur ça. Sur le plan de développement de Zelic. Ouais, c'est ça exactement, parce que tu m'as dit qu'en gros, tu devais obligatoirement passer par la brique prospection, mais qu'en soi, c'était pas trop une fin en soi, enfin, de ce que j'ai compris. Ouais, on a vocation à l'ouvrir pour toucher toutes les personnes du revenu. En fait, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi c'est siloté et qu'une équipe commerciale utilise déjà 10 outils. Et si tu prends le revenu, donc les sales, les CSM et le marketing, on est sur une trentaine d'outils confondus. Mais en fait, pour moi, avec l'arrivée de l'IA, la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui de prendre des outils en main, il faut avoir une seule et même solution pour regrouper le tout sur une seule et même plateforme. Donc ma vision, c'est de créer ce premier revenu workspace et donc pour arriver à ma vision-là, il fallait que je commence par un premier utilisateur qui est le SDR qui va prospecter, et après que je commence à ouvrir le reste de mes features pour les autres ICP. Mais donc voilà, j'ai choisi la prospection pour démarrer, mais j'aurais très bien pu démarrer par la brique marketing ou customer success. Ok, parce que du coup, à terme, du coup, tu vas venir à ça. Genre, comment tu fais de l'upsell sur tes clients, comment tu gères tes campagnes d'influence, de marketing, enfin, vraiment faire, toi, tu l'as dit, tout ce qui touche au revenu avec un seul logiciel. Exactement. Le but, c'est vraiment de regrouper l'intégralité du revenu sur une seule et même plateforme et de faire en sorte, en fait, que les CRM deviennent has-been et juste des data connecteurs. C'est-à-dire que l'évolution des CRM, c'est de se dire la donnée fiable est dans le CRM, mais que les utilisateurs n'ont pas envie de l'utiliser. Franchement, alors je vais peut-être me tromper, mais j'entends rarement quelqu'un qui me dit Je pense Dorian, pas, non. j'adore utiliser Salesforce, j'adore utiliser HubSpot, l'outil est incroyable, je prends du plaisir à l'utiliser. En fait, non, c'est pratique, c'est long à le comprendre, c'est long à être efficace dessus, mais tu prends pas plaisir à l'utiliser. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui te manquent pour la partie revenu. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est gardez vos CRM en source de données fiables. On va être connecté, et on l'est déjà aujourd'hui à tous ces CRM-là. Par contre, on est votre espace de travail. Vous ne quittez plus notre plateforme. Les 7 heures que vous faites par jour, c'est chez nous. Vous n'avez plus besoin de sortir. Ne switchez plus de plateforme. La valeur ajoutée, elle est chez nous. Ok, je comprends la vision. D'ailleurs, du coup, je comprends pourquoi tu as levé autant de fonds, du coup, et pourquoi ça a plu, parce qu'effectivement, si tu pars du principe que t'es pas juste un énième, on va dire, logiciel qui fait des campagnes LinkedIn, mais on va dire que tu peux aller concurrencer, voire même remplacer, tu vois, in fine, des CRM, et on va dire, bah, comme tu as dit, une trentaine de logiciels. Normalement, du coup, tu peux prendre presque le budget qu'une boîte pourrait dépenser par an pour 30 logiciels dans Zelix si jamais ils mettent tout là-dessus. Donc forcément, tu peux aller, on va dire, très très loin là-dessus. En fait, quand tu Hmm. discutes avec des sociétés, elles utilisent même pas 10% de ces outils-là. En fait, elles payent très cher, elles utilisent même pas 10% des outils. Parce que trop complexe. Parce que les gens n'ont pas envie de les utiliser. En fait, nous, on a vraiment envie de changer la donne dessus. Mm. Et il y a un truc un peu magique, mais enfin, magique et on va dire à double tranchant parce que du coup, je suppose que tes clients, tu peux avoir une LTV énorme parce que du coup, ils peuvent dépenser beaucoup par siège s'il y a tous leurs commerciaux et ils peuvent, on va dire, garder l'outil genre des années, tu vois, si ça marche. Mais du coup, de l'autre côté, ça doit quand même être un peu galère de convaincre les personnes de tout passer sur Zelic parce que du coup, ils ont leurs habitudes déjà et ça va être compliqué. Donc, en termes d'acquisition, comment tu fais justement pour que la personne pour que progressivement, tu as des grosses boîtes qui utilisent uniquement Zelic et qui remplacent, on va dire, leur logiciel lié au marketing vers Zelic. Ouais, alors ça varie en fonction de différentes choses. Un, la maturité de ton client. Deux, le pays que tu vas adresser. Et trois, la taille de la boîte. Euh, Prenons une boîte tech. Les boîtes tech, généralement, sont déjà équipées. Donc, elles ont déjà des outils, il faut déloger les outils. Tu vas pas déloger l'intégralité de leur stack technique des outils. Donc, en fait, tu vas rentrer par un biais. Et chez Zelic, tu peux rentrer soit par le biais prospection, soit par la data. Donc, tu peux te dire, par exemple, si j'ai déjà un outil de travail qui est un workspace pour les commerciaux qui va être, par exemple, Salesloft ou Outreach, tu vas te dire, OK, sur la data, j'ai peut-être Conisum ou Casper ou Lusha. Zelic, Hmm. ils sont meilleurs, je vais utiliser Zelic. Et si on en est content, bah, ok, potentiellement, nous, on va réussir à faire de l'upsell avec le Customer Success pour le passer sur la partie prospection et dire, t'es content aujourd'hui de la data et tu l'as vu en te faisant switcher des autres outils, viens tester aujourd'hui la partie prospection chez nous. Sur les boîtes non tech, généralement, elles sont pas équipées. Elles ont un CRM, c'est assez nouveau pour eux, elles sont pas équipées. Donc, tu es plutôt dans l'évangélisation que le remplacement d'outils. Donc, tu vois, c'est pas la même stratégie. Et si tu regardes les US versus la France, les US ont 5 ans d'avance.
Donc en fait, tu n'as plus besoin de faire l'effort d'évangéliser ou d'apprendre à ce que c'est de faire de la prospection. Tu es plutôt dans du remplacement d'outils parce qu'ils en ont déjà aujourd'hui. Donc voilà, ça varie vraiment en fonction des différents aspects. Ok. Alors, parenthèse un peu technique pour la data, parce que du coup, ça m'intéresse, parce que je fais quand même majoritairement du cold email. Quand tu gères tous tes enrichissements, en gros, tu connectes à énormément d'API et on va dire tu fais l'enregistrement en cascade, ou c'est plus complexe que ça? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, nous, on teste vraiment tous les data providers. Parce que Zelic, nous-mêmes, on est un data provider et on a lancé notre API. Donc, on a lancé notre API, Ok, c'est ah, je savais nouveau, pas, ok. elle est encore en bêta. Donc, on commence à avoir les premiers utilisateurs. Et donc, on est nous-mêmes un data provider, un fournisseur de données. On en a d'autres, mais pour avoir les bons, on va tous les tester. Et à partir du moment où on va les tester, on va regarder sur 1000 contacts le taux de transformation qu'on réussit à avoir par pays, par vertical, et ensuite on va les comparer. Dans la cascade d'enrichissement qu'on va avoir, on va regarder quels sont les plus efficaces pour réussir à les mettre en top list, et on les compare, on les regarde pas par rapport au prix, on regarde vraiment par rapport à l'efficacité. À partir du moment où on a ça, nous-mêmes, Zelic, on est dans notre cascade d'enrichissement en numéro 1 parce qu'on est un fournisseur de données, on a notre propre base de contacts qu'on Ok, achète également et qu'on travaille. Et donc là-dessus, on va la mettre à disposition des personnes. Mais constamment, on ok, teste. On teste, on teste, on teste. On regarde quels sont les nouveaux arrivants sur le marché, quelle est la qualité de leurs données, est-ce qu'ils sont meilleurs sur les mails ou sur les numéros de téléphone, sur quels pays ils sont les meilleurs, parce qu'il y a des variations sur les pays. Généralement, il y a des variations également sur les secteurs d'activité. Donc voilà, tu prends tout ça en compte. On a un data lake et un data warehouse, donc en fait, qui nous permet de structurer nos données. Et une fois que la donnée elle est bonne et qu'elle est traitée, on la met à disposition des personnes. t'as raison de préciser, on va dire que tout dépend du secteur, du pays, etc. Parce que moi qui parfois également fais un peu des trucs maison pour tester les providers, tu penses que tu as trouvé le meilleur provider, en fait d'un coup tu lances une nouvelle campagne et pour celui-là on va dire que tu à 30% d'enrichissement parce que ça marche pas. Mais ça c'est quand même un sujet très complexe de avoir un truc qui marche plus ou moins dans tous les secteurs et dans tous les pays. Ça vaut le coup de tester gratuitement et de regarder. Ouais, carrément. J'avoue que 70% pour le coup c'est vraiment impressionnant. Et la question que j'aime bien poser, on va dire avant qu'on parle plus de marketing et d'acquisition, pourquoi là actuellement t'as pas on va dire 5 fois plus, 10 fois plus de clients? C'est quoi on va dire un peu ton goulot d'étranglement actuel? Ouais. En termes de stratégie, alors déjà notre croissance est basée sur Zelic. Donc l'outil phare de gestion de nos leads et de prospection, c'est Zelic. Donc on est nos premiers clients et on est un laboratoire pour le reste de nos clients. Donc en fait, ce qui était important pour moi, c'est que depuis la version alpha et la version de la solution, on avait nos commerciaux qui nous utilisaient même quand le produit n'était pas prêt pour récolter un maximum de feedback. Donc en fait, notre croissance est faite par notre outil. Donc on va chercher sur Zelic, on va enrichir avec Zelic, on va envoyer des séquences LinkedIn et email pour warmer les leads, pour les chauffer avec Zelic. Et ensuite, notre équipe de SDR va appeler les leads qui sont plutôt chauds pour réussir à les convertir, avoir des rendez-vous qualifiés pour les comptes exécutives qui vont réussir à les signer derrière. Donc notre croissance, elle est vraiment basée autour de Zelic. Ok. Est-ce que tu as d'autres canaux à part la outbound? Ouais, bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a du paid, donc on a l'équipe marketing qui fait du paid, on a du contenu de qualité qu'on crée, pour avoir des lead magnets. On va avoir l'influence marketing. On travaille avec des coachs dans lesquels on croit et qu'on trouve bons également dans les différents pays pour faire la promotion de Zelic. On va avoir des partenaires avec lesquels on travaille également, qui peuvent être des agences, qui peuvent nous mettre en avant, nous recommander, nous utiliser également. Donc on a pas mal de techniques aujourd'hui pour réussir à se faire voir et à grandir. Et c'est vrai que ouais, on est sur une belle accélération. En tout cas, je suis satisfait de mon équipe et de la croissance. Est-ce que tu partages les chiffres, je sais pas, de croissance que tu fais en mensuel ou annuel? Je peux te parler en termes d'utilisateurs si tu veux. Alors là, on est à 6000 utilisateurs Yes. sur l'outil. Et l'outil, ça fait un an qu'il est mis dans la main des personnes. Donc, on se focalise vraiment sur notre ICP, les personnes qui correspondent à notre outil. En fait, tout le monde peut utiliser Zelic aujourd'hui, mais la source, on va dire, les leads privilégiés, l'ICP privilégié que nous, on veut avoir, ça va être le mid-market. Ça va être les boîtes de taille moyenne qui vont avoir une équipe commerciale entre 5 et 50 commerciaux. C'est ce que nous on vise, même si l'outil est accessible à tout le monde. Et après, en termes d'autres informations que je peux te donner, par mois, on est sur des millions d'enrichissements aujourd'hui qu'on arrive à réaliser sur la plateforme. Taux d'enrichissement de 70%, si je compare sur tous les pays et tous nos clients et en général, et tous les plans, que ce soit un plan freemium, starter ou custom, on est sur un enrichissement qui est de 70%, qui est dans les plus élevés du marché.
Donc ouais, c'est que des green lights. Le chiffre d'affaires, je le communiquerai bientôt. Quand je ferai ma prochaine levée de fonds, je pense que je ferai un post où je le communiquerai. Ok. Parce que là, justement, j'avais quand même une question à dire pour la levée de fonds, parce que en ce moment, c'est quand même de plus en plus compliqué de lever. Même si bon, c'est en train un peu de changer, mais quand même, en général, on va dire que c'est quand même plus compliqué qu'il y a quelques années. Il y a quand même beaucoup de SaaS qui disent que là, ils veulent, on va dire, se la jouer bootstrap. Beaucoup, on va dire, dans l'aspect, on va dire, marketing, qui veulent justement aller attaquer un marché et viser la rentabilité rapide. Toi, du coup, c'est pas l'objectif. Tu souhaites enchaîner les levées plus qu'atteindre une grosse taille critique. Je me bats avec des très beaux concurrents qui sont américains, qui ont beaucoup de moyens, qui lèvent énormément d'argent. Et si je veux avoir une chance de réussir, il faut que je lève également. Alors, je suis pas du tout contre le bootstrap, et franchement, je trouve que c'est génial les boîtes qui arrivent en bootstrapant, et je trouve que ouais, c'est vraiment incroyable. Mais du tout à le faire. Et je ne peux pas continuer sans lever des fonds pour atteindre mon ambition. Et justement, je suis curieux de parler un peu, on va dire, de comment, on va dire, t'alloues les ressources, parce que là, tu me dis que tu avais 40 personnes, je suis curieux de savoir à la fois comment se répartissent, on va dire, ces 40 personnes, et quand tu prends tes chèques de 5 millions, de 10 millions récemment, peut-être le prochain qui sera forcément de plus, comment tu fais en sorte de, ok, bon, on va mettre X millions dans tel aspect, on va dire, soit du marketing, soit du produit, enfin, en vrai, c'est quand même un enjeu très très compliqué, on va dire. Ouais, une grosse partie des dépenses est dans la tech, donc dans l'équipe technique, produit et data, qui me permettent aujourd'hui de construire mon produit et de rivaliser avec les autres solutions et de prendre des parts de marché. Tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que Zelic a 2 ans, le produit il a 1 an, et aujourd'hui j'arrive à gagner des deals face à toutes les boîtes que je t'ai mentionnées. Et donc ça c'est vraiment super, ça montre qu'on a réussi à comprendre nos utilisateurs, qu'on a trouvé notre product market fit et qu'on arrive à gérer cette croissance-là. Après pour l'allocation de mon budget, ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre en fait, est-ce que je continue à investir dans le produit? Certainement, c'est-à-dire que je vais rajouter des squads et dans une squad, on va avoir un product trio, donc on va avoir des développeurs, un product manager, un product designer. Donc ça a un certain coût. Ensuite, tu vas avoir le coût des commerciaux, potentiellement par pays qu'on veut lancer. Tu vas avoir le budget marketing également en fonction des pays qu'on veut continuer de développer. Et donc tout ça, ça revient assez cher assez rapidement. Donc aujourd'hui, tu comptes une quinzaine de personnes dans mon équipe technique. Tu comptes à peu près 5 personnes dans l'équipe produit. Tu comptes une dizaine dans l'équipe sales. Et après, le reste, tu as du marketing, tu as de l'admin, tu as des ops. Voilà, tu as tout le reste, quoi. Et justement, quand tu as autant de moyens et d'ailleurs autant de personnes du coup qui peuvent bosser plus sur l'aspect on va dire features et on va dire fonctionnalité du produit, comment tu fais pour rester focus et savoir la chose la plus importante à faire maintenant? Parce que là, tu pourrais faire une inbox principale parce que c'est super important, mais tu peux également t'occuper et lancer tes premières on va dire features pour le support client, faire des campagnes, enfin surtout dans ton secteur, t'as on va dire des centaines, des milliers de features à faire. Comment tu arrives à faire le choix entre telle feature on l'a fait maintenant, telle feature on l'a fait dans 2 mois et telle feature on l'abandonne? C'est le plus dur, ça. Mais en fait, on a des discussions avec mon cofondateur, avec Guillaume, qui gère la partie produit aujourd'hui. Et en fait, on discute avec le CTO. Et ce qui se passe, c'est qu'on regarde avec les équipes actuelles et les sprints, qu'est-ce qu'on a la capacité de développer en faisant du costing. C'est-à-dire qu'on va regarder sur les features qu'on veut développer le temps que ça va nous prendre. Sur le temps que ça va nous prendre, on essaie de prendre des décisions dessus et on crée une roadmap. Donc en fait, pour prioriser, on regarde les retours utilisateurs qu'on a directement dans le produit, qu'on a sur Intercom, la discovery que les product designers et les PM vont faire avec les clients ou avec les prospects, la vision que moi je peux avoir du produit et la vision que Guillaume il peut avoir également du produit. Et après, avec toutes ces informations-là, on va essayer de prendre les meilleures décisions pour prioriser. Mais franchement, c'est hyper difficile. Parce que tu veux aller vite, tu veux pas rater de features, tu veux pas rater ton marché. Mais en fait, tu peux pas tout faire parce que si tu essaies de tout faire, tu le feras pas forcément bien. Donc tu vois, tu essaies de te focaliser pour améliorer tes features aussi existantes. Il y a pas mal de discussions à avoir pour prendre les meilleures décisions. Mais c'est la chose qui m'énerve le plus, Valentin. C'est de pas réussir à tout faire. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est toujours un peu le sujet. Justement, c'est quoi un peu ton sujet actuel, le sujet un peu brûlant, ton sujet du moment? Le lancement des US. Ouais, ça y est, c'est prévu. Ouais, comme je te le disais avant, on a pas mal d'utilisateurs du monde entier.
Et on a déjà signé des deals aux US. C'est mon plus gros marché. C'est mon ambition. Et donc aujourd'hui, on se met en ordre de marche pour pouvoir réussir assez rapidement sur ce marché. Donc ouais, c'est un sujet chaud pour moi. Ouais. Et justement, est-ce que je peux faire une mini masterclass sur comment tu attaques les US? Parce que c'est forcément le marché qui a le plus de budget, donc celui qui donne le plus envie, mais forcément celui le plus concurrentiel et de très très loin, je pense. C'est quoi un peu ta roadmap là justement pour aller attaquer les US? Ouais. Alors c'est un marché qui coûte plutôt côte est. Les personnes présentes, donc potentiellement tu vas mettre dans ton bureau 5 personnes. Ça peut être deux commerciaux, une personne sur le marketing, un CSM, et après une autre personne en fonction des différents besoins que tu peux avoir, ou un représentant sur place qui aide le CEO également, qui est soit le CEO va sur place, soit il fait des allers-retours très très fréquemment pour être sûr que la dynamique elle prend bien. Tu vas devoir également discuter avec un maximum de personnes sur place pour éviter de faire des erreurs. Et généralement, c'est plutôt sur la partie RH. C'est très difficile d'être sexy pour une boîte française et de recruter des très très bons Américains. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs sur la partie recrutement et des données moyennes qu'on m'avait données, mais à rechecker, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? C'est 50% de turnover sur le people américain, en tout cas de mauvais recrutement. À ce Parce que point-là, ok. on les recrute pas de la même façon, ils se vendent très bien, donc c'est très difficile. Il faut que tu aies un bon budget, il faut que tu ailles au moins avec 5 millions d'euros quoi, pour être sûr d'avoir assez de budget pour réussir à t'implanter et réussir à faire ta place. Mais ouais, il y a énormément de choses à prendre en compte sur ce marché-là. Après, tu vois, si tu penses à te lancer dans les différents pays d'Europe ou aux US, bah les US, tu dis c'est un pays, c'est une langue, c'est une stratégie. Alors que les différents pays d'Europe, en fait, c'est différentes cultures, différents pricing, différentes langues. Donc tu vois, tu as beaucoup plus de complexité de l'autre côté aussi sur la partie européenne qui coûte peut-être moins cher, mais qui est beaucoup plus complexe. Ouais, de toute façon, bah, c'est high risk, high reward, on va dire. Si jamais tu y arrives, forcément, ça marche fort. Et justement, là, tu lances les US avant de faire ta prochaine levée de fonds, ou du coup, tu attends ta prochaine levée de fonds pour avoir l'argent pour lancer les US. Non, là, on commence sans ouvrir de bureau, mais on commence Ok. déjà à titiller le marché par principalement du marketing. Et donc dès qu'on a les leads entrants, on les traite en interne, parce que de toute façon, on parle anglais en interne. Et dans un temps 2, ça va être l'ouverture des bureaux. Et d'un point de vue plus perso, là, du coup, tu m'as dit que tu étais en Espagne, tu vois, que tu vivais bien et que tu bronzais, alors que moi, tu vois, je suis en Géorgie et il neige, donc je me décaille un petit peu. T'es prêt, du coup, à faire, on va dire, un peu certains sacrifices, après, à voir si c'est un sacrifice pour toi, mais du coup, aller vivre aux US pendant un temps, faire beaucoup d'allers-retours là-bas, parce que forcément, je me doute qu'il faut que tu y ailles et que tu vas y aller. Ouais. Bah, aujourd'hui, je fais déjà pas mal d'allers-retours entre la France et l'Espagne, puisque ma maison principale aujourd'hui, elle est en France, elle est à Paris. J'ai les bureaux pour les commerciaux également à Paris, à Bastille. Mais le reste de ma boîte, on est en remote. Donc en fait, on est principalement en full remote sur le reste des équipes. Donc j'ai l'habitude déjà de faire des va-et-vient entre la France et l'Espagne. Après, pour les États-Unis, ce serait pareil. Et s'il y a besoin, si je juge qu'il y a besoin, en tout cas que j'ai une présence physique pendant quelques temps, je le ferai. Ouais. Alors justement, tout autre sujet, mais tu as parlé un peu de tout ce qui était IA, et tu as dit avec l'IA, du coup, on peut simplifier au maximum l'utilisation on va dire, des logiciels pour faire en sorte que n'importe quelle équipe, même pas experte, puisse faire plus ou moins tout ce que les sales ou les commerciaux peuvent faire. Justement, c'est quoi un peu ta vision de l'IA et comment tu l'utilises au sein de Zelic, à la fois dans la création du produit et à la fois dans le produit lui-même? Ouais, mais on est en plein dedans en ce moment. Tu peux prendre l'IA de différentes façons. Et en fait, un outil comme le nôtre, l'IA peut t'aider à améliorer la rédaction de tes emails pour optimiser le taux d'ouverture, par exemple, avec un système de scoring sur les mails que tu vas envoyer. Tu vas avoir également l'autopilote, donc en fait où tu vas essayer d'identifier les leads de ton CRM à plus fort potentiel et tu vas faire des recommandations de leads similaires pour que tu puisses les contacter. Donc tu vas avoir le copilote, c'est une chose sur laquelle on travaille en ce moment avec mon CEO et le CTO, de dire comment on apporte de l'intelligence sur les différentes actions qu'on connaît sur la plateforme aux commerciaux. Donc pour les aider à prendre les bonnes décisions pour qu'ils aient plus besoin de demander au manager ou d'innover parce que nous on a du détail concret de ce qui s'est passé sur la plateforme et ce qui a réussi. Donc ça c'est les différentes choses sur lesquelles on travaille. Après sur la plateforme on a déjà d'accessible toute la partie personnalité qui te permet d'améliorer la rédaction de tes emails pour avoir des mails beaucoup plus personnalisés, qui est pris en compte. Là, on est sur l'IA ajoutée dans les séquences qui va te permettre d'améliorer également tes séquences.
C'est des choses qui arrivent prochainement. Mais ouais, l'IA est devenue cœur à notre projet pour réussir en tout cas à être un outil intelligent et prendre des décisions basées sur de la donnée et sur les actions qui ont été réalisées déjà dans l'outil. Donc là, le fait qu'on ait déjà 2 ans, 1 an de boîte, avec des milliers d'utilisateurs et de l'intelligence dans le produit, parce que les bases de données nous appartiennent, on a accès aux mails, aux ouvertures, au taux de transfo, c'est des choses qui vont nous aider à apporter cette intelligence-là. Mm. Et plus Mais précisément, c'est pas est-ce que facile, tu as hein. intégré C'est ou pas tu vas facile de intégrer? réussir à bien travailler. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, parce que justement, alors avant, je pense que quand tu l'as lancé, tu savais déjà que l'IA, on va dire, irait vite et que tu vas l'exploiter. Tu vois, là, récemment, surtout que les agents IA, ça a remis, on va dire, j'ai l'impression un peu une claque dans le milieu, on va dire, du marketing. Toi, tu as des visions Ouais. particulières ou pas sur les agents IA, plus précisément? Ouais, ouais, j'ai ma vision dessus. En fait, on me parle souvent de boîtes américaines qui lancent des agents IA. Ok. L'agent IA qui va remplacer le téléprospecteur qui va appeler seul, qui va réussir à te booker un rendez-vous. L'IA qui va te faire des séquences automatisées, qui va réussir à te booker des rendez-vous avec des séquences automatisées. Ma vision à moi, c'est en fait, je crois plus à la masse. Faire des mails de masse, des appels de masse, j'y crois plus. En fait, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la qualité. C'est les intentions d'achat que tu vas avoir, c'est la qualité de ton lead, c'est la qualité du profil. Bon, en tout cas, on est sur une notion de qualité. Ma vision, c'est de me dire, en fait, l'IA ne remplacera pas le commercial ou les personnes de l'équipe revenu. L'IA va changer leur façon de travailler et leur job, qui potentiellement s'appelleront autrement d'ici 3 ou 5 ans. Si tu n'utilises pas l'IA, t'es mort. Si tu utilises l'IA, tu continues de vivre. Et donc ça, c'est ma vision à moi, c'est de me dire en fait, ton IA, c'est un copilote. C'est pas un remplacement de l'humain. C'est ton humain va utiliser l'IA pour être plus performant dans son quotidien. Mais tu gardes une fonction humaine, tu vois. Aujourd'hui, l'IA n'est pas assez performante pour les appels, pour dire bah, je remplace mon humain sur les appels. Tu te rends compte de l'IA, tu as des normes en plus qui arrivent de plus en plus. Tu les as déjà sur les mails, le nombre de mails que tu peux envoyer par jour. Tu les as également sur les téléphones où tu peux être en spam. Donc en fait, la notion de masse n'existe plus, elle va mourir. Donc en fait, tu veux plus faire ça. Tu veux vraiment faire de la qualité. Et ce qui va faire de la qualité, c'est ta connaissance de ton contact et comment tu vas gérer avec l'IA pour être le plus personnalisé possible. Et moi, je crois beaucoup plus là-dedans. 100%. Parce que justement, ce matin, j'ai écrit un post LinkedIn et d'ailleurs, je suis allé voir un peu avant le podcast ce que tu as fait. Et je pense qu'on a fait presque le même post il y a quelques jours. Alors, tu me dis, on va dire ce que toi t'avais dit. Moi, ce que j'avais dit là ce matin, c'était que, en gros, 50% des mauvais commerciaux seraient remplacés par l'IA. En vrai, 100% des bons commerciaux allaient juste exploser avec l'IA et qu'il n'y ait pas tellement de remplacement. C'est juste que ceux qui l'utilisent mal et qui font de la masse, bon, bah, c'est mathématique, tu vois, ils vont finir par disparaître ou alors par se faire ensevelir littéralement par l'IA. C'est plus exactement ce que tu dis dans le post, mais il me semble que ça ressemblait un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. On est en raccord dessus. Et, nickel. Et justement, j'ai une question Aujourd'hui, plus précise c'est parce que là mandatory, récemment, hier, je fais. Ouais, c'est plus une option, quoi. ouais, ça, 100% d'accord. Ouais, un petit décalage. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je couperai ça au montage. Et j'ai également une question sur un outil qui a récemment explosé en raccord avec l'IA. Ils ont levé 40 millions récemment. Ils sont valorisés à plus d'un milliard deux, il me semble. C'est Clay. Clay qui ont un peu genre cassé le milieu de la prospection parce qu'ils ont pas tellement de concurrents. Parce que tu vois, pareil, bon, à la fois, ça peut être un concurrent bah, à toi, par exemple, parce qu'ils sont vraiment axés data, mais c'est en gros, ils ont vraiment tout connecté, enfin, pour aller très très loin. C'est quoi ta vision là-dessus et à quel point c'est des concurrents slash partenaires pour toi? Ouais. Plutôt des partenaires que des concurrents. Clé, c'est une très belle boîte qui a réussi à bien grossir là récemment et comme tu le disais avec une très belle valorisation et une belle levée de fonds. Clé, en fait, ils sont positionnés sur la partie data. Et donc, leur but à eux, c'est de dire on est connecté à tous les data centers et on vous apporte toute la donnée et vous pouvez travailler sur notre plateforme pour trouver la meilleure data. Moi, ma proposition de valeur, c'est pas ça. C'est de dire tu as une équipe revenue, ton équipe va bosser constamment chez moi au quotidien, mais toutes tes équipes revenues. Les utilisateurs de Clé aujourd'hui, c'est pas les commerciaux, c'est les grosses qui vont utiliser Clé. Ouais, Et en fait, je suis Clé est un d'accord. outil compliqué à prendre en main. C'est un outil technique. Moi, mon outil doit pas être technique. Mon outil doit être si facile qu'une personne de 70 ans doit avoir la capacité d'utiliser Zelic pour faire sa prospection et une personne de 20 ans qui démarre dans le job doit avoir la capacité d'utiliser Zelic. Donc en fait, je suis pas sur les mêmes métiers. Ma vision, c'est pas d'avoir un gros ingénieur qui m'utilise dans le quotidien. Ma vision, c'est de dire comment je fais travailler l'intégralité des personnes dans le revenu sur une solution facile qui ressemble pas du tout à un CRM. Et donc en fait, on est sur vraiment des trajectoires différentes et on peut être partenaire de Clé, tu vois, avec notre API qui potentiellement peut être disponible chez Clé.
Mais voilà, je le vois plutôt comme un partenaire qu'un concurrent. Je ne les ai jamais eus face à moi aujourd'hui et je les aurai jamais sur la vision que j'ai. Ouais, 100%. D'ailleurs, enfin, j'en profite, mais si jamais tu mets une API sur Clay, je serai le premier à mettre Zelic en enrichissement premier sur, enfin, avoir les prix, parce que c'est sur un sujet après, effectivement. Parce que dès que t'as de la cascade, ça peut vite être plus cher, mais ok, ouais, totalement, je vois l'idée. On, on est en discussion avec eux en ce moment, donc j'espère te donner la bonne nouvelle bientôt. Nickel, ouais, que tu l'avais ça. Et justement, en fait, pourquoi tu fais tout ça? Parce que on en a parlé un petit peu au début du podcast, mais t'as vendu une boîte, t'aurais pu dire que t'allais te calmer, etc. Mais tu veux aller beaucoup plus loin et tu veux faire un truc un peu passion. Évidemment, je me doute que si jamais là, t'as vendu une boîte, l'idée de Zedix, c'est un jour de la revendre aussi, tu vois, à peut-être des très très gros. Ou alors, à l'inverse, peut-être de racheter, de devenir un immense groupe, tu vois, tu me diras. Est-ce que tu t'es fixé un objectif, on va dire, je sais pas, de valorisation, de chiffre d'affaires, ou là, tu pourrais te poser la question d'arrêter l'aventure, ou pour l'instant, c'est pas du tout le sujet? Mon but à moi, c'est de faire la boîte la plus grosse possible, d'atteindre le milliard de valorisation d'ici 2030 et de réussir à atteindre cet objectif-là avec une croissance d'ARR constante. Ouais. Le but, c'est premièrement de faire un produit qui me plaît, qui répond aux besoins des personnes et qui est innovant et de réussir à marquer en fait l'histoire des commerciaux et des équipes revenues avec mon produit. Mais pour me dire, je me suis relancé et j'ai réussi à atteindre l'ambition que j'avais. La revente, en fait, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui m'attire, en tout cas tout de suite. Donc, par contre, je reste business. On a des actionnaires dans le capital et en fait, je prendrai la meilleure décision pour la société au bon moment. Donc en fait, je suis ambitieux, je veux réussir par mes propres moyens et seul, mais après, je reste ouvert au business et je regarderai les propositions que j'aurai pour que mes actionnaires également à la fin de l'aventure soient contents et que mes salariés aussi. Donc voilà, je j'ai pas l'ambition de vendre, en tout cas l'envie. Je veux monter la boîte la plus grosse possible parce que mon secteur le permet. Par contre, il faut rester business et c'est super important pour les personnes qui participent à l'aventure, quoi. Je suis pas le seul décisionnaire, tu vois. Moi, je pourrais te dire, je garde ma boîte, je la vends pas, j'ai déjà de l'argent, c'est pas grave. Mais en fait, ma boîte aujourd'hui implique des investisseurs, mes salariés, mon cofondateur, et j'aimerais bien que tout le monde réussisse dans ce projet. Ok. Et ça, j'allais dire, j'allais te demander si ça te semblait faisable d'atteindre le plus d'un milliard en quelques années. Forcément, tu l'as dit, donc tu vas pas me dire non. Mais je me rends pas compte à quel point c'est vrai que ça me semble énorme de passer un milliard de valo. Alors, tu vois, du coup, en moins de 5 ans, tu vois, sachant que la boîte a même pas un an. Je pense sincèrement que ça peut être faisable si juste t'as un RR qui juste croît de manière exponentielle tous les ans. Ouais, je pense que c'est faisable. C'est dur, il y a peu de boîtes qui réussissent à le faire. Aircall ont réussi à le faire. Donc je pense Ouais, qu'on a également la possibilité sur notre marché. Maintenant, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on exécute bien, il faut que je puisse continuer de m'appuyer sur la bonne équipe. Mais ouais, c'est possible, c'est possible. Franchement, ça va être dur. On s'arrache les cheveux, on est fatigué, on bosse beaucoup, mais je le ferais pas si j'étais pas persuadé qu'on pouvait le faire. ok, ouais, carrément. Et juste pour avoir une idée, parce que les valos, on dirait, ont un peu changé récemment. C'est une question très très large, mais si tu veux espérer être valorisé à, on va dire, plus d'un milliard de dollars, il te faudrait combien de ARR pour un SaaS un peu comme toi, très tech? Je me rends pas vraiment compte. Ça dépend, tu vois. Clé, je crois qu'ils sont aux alentours de 30 millions de chiffre d'affaires, si je me trompe pas. Après, Seulement. je Ok, suis dans la ouais. marge, je dois pas être trop loin. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend en fait de la dynamique de ta boîte. Ça dépend de à quel point les VC vont s'exciter sur ton projet, en sachant que ton projet peut valoir beaucoup plus et qu'ils vont réussir à faire un multiple derrière, malgré qu'ils ont investi sur une valeur à 1 milliard, ils savent qu'ils vont quand même gagner au final. Euh, donc ouais, il y a pas mal de paramètres à prendre. Il n'y a pas que seulement l'ARR. Il y a également l'aspect macroéconomique au sens large à prendre en compte. Mais oui, il faut que je fasse quelques dizaines de millions d'ARR, ouais. Ouais, ça. En vrai, c'est que ça va vite, hein. Je savais pas que Clay faisait si peu, enfin, si peu, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand tu vois qu'ils sont valorisés 1 milliard 2, 30 millions de chiffre d'affaires, sachant que du coup, c'est même pas leur marge, c'est vrai qu'ils sont au moins valorisés 30, 40, 50 fois peut-être leur EBITDA. Mais bon, après, forcément, là, ils ont un peu un boulevard devant eux. Et si jamais tu prouves que toi, c'est le cas aussi, en vrai, ça peut aller très très vite aussi. Pour l'instant, la Après, rentabilité, ouais, dis-moi. ouais, les investisseurs chez Clé, ils achètent une vision. Tu vois, t'achètes la vision de ton produit et à quel point elle peut être grande et à quel point ils peuvent faire un multiple derrière. Donc ils regardent pas Ouais. forcément les bidas, mais plutôt ce qu'ils achètent aujourd'hui, ce que ça peut valoir dans 5 ans, quoi.
Tu vises la rentabilité dans les prochaines années? Ou pour l'instant, c'est même pas un sujet pour toi? Alors, on fait toujours attention parce que quand tu veux lever des fonds, mine de rien, si t'as des Ouais. difficultés pour X ou Y raison, il faut faire attention et il faut que tu puisses retomber, tu vois, sur tes pieds. Euh, donc nous, on fait attention à ça. Aujourd'hui, on n'est pas rentable, on vient de lever, donc on dépense plus parce qu'on est dans la construction de notre produit. Mais à un certain moment donné de la boîte, ça va être super important d'être rentable pour avoir, tu vois, une sérénité en tout cas sur le développement de la boîte. Il faut juste qu'on jauge avec les actionnaires qu'on a aujourd'hui à quel moment on décide de le faire, tu vois. Mais oui, c'est certainement des sujets qui vont arriver sur la table et de plus en plus de boîtes ont cette directive-là de dire ben l'argent est difficile aujourd'hui à trouver sur le marché. Faites attention, soyez rentable. Mais bon, moi j'ai levé il y a un an, j'ai encore beaucoup d'argent de ma précédente levée, donc je suis toujours dans cette dynamique de développement sans être rentable pour l'instant. Ok. Ouais, c'est parce que forcément, c'est un peu le débat. Parce que forcément, sur le papier, tu peux dire, ouais, mais c'est quand même plus tranquille d'être rentable. Sauf que si ton concurrent, il est pas et qu'il crame 30 millions, bah, au final, c'est quand même lui qui va gagner si jamais il le fait bien. Donc, c'est toujours un peu la question de à quel point je suis rapide pour à quel point je suis serein, on va dire. Si tu dépenses bien l'argent qu'on a investi dans ta boîte, il y a de fortes chances que tu gagnes le marché. Parce que tu peux déployer beaucoup plus rapidement, tu peux recruter des meilleurs profils, tu peux mieux t'entourer. Donc en fait, tu pars avec des avantages que les autres boîtes elles n'ont pas. Mais oui, ça te rajoute une source de stress supplémentaire. Et après, pareil, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux de faire de ta boîte? C'est quoi ton ambition sur ton projet? Il n'y a pas Ouais, de c'est bonne et de sûr. Ouais, mauvaise réponse. C'est plutôt qu'est-ce que tu as envie. ouais, c'est ça, en vrai, c'est surtout ça, ouais. Et justement, maintenant que j'y Et pense, moi, je j'ai veux oublié de te péter le poser la marché. question. Ouais, ça, on l'a on l'a compris, ouais. En plus, comme tu as dit, à la fois, tu veux le faire, et tu as raison de te poser la question de avant de lever des fonds, parce qu'en fait, si jamais tu veux faire un truc très, très stable et serein, et que tu as déjà des investisseurs qui, eux, veulent que tu pushes et que tu revendes, forcément, t'es pas en adéquation. Là, bon, tes investisseurs, ils veulent faire de l'argent, toi, tu veux aussi. Normalement, tout le monde devrait être content, tu vois. Ouais, j'espère, c'est le but. Et justement, j'avais zappé la première question que je voulais te poser, et que je pose, on va dire, à tous les invités. C'est quoi la chose, on va dire, un peu game changer que tu as fait la semaine dernière pour ton business? Recruter mon CMO. Ok, ça y est? Ouais. Donc là, Comment je tu l'ai prends recruté. Il fait partie de l'équipe. Il se met sur les projets. Et voilà, ça a été une décision hyper importante parce qu'on on est sur un marché aujourd'hui où tu te différencies beaucoup par le marketing aussi. Donc ça a été un choix fort sur une centaine de profils que j'ai pu voir. Donc c'est un gros bet que j'ai pu faire. Justement, comment tu l'as choisi? Parce que rapidement, c'est toujours compliqué de recruter un dire des C-level, surtout en CMO, j'ai l'impression, parce que ça dépend tellement on va dire, du marché que il y a des compétences que tu peux jamais vraiment tester. Comment t'as su que c'était le bon? C'est hyper difficile. En fait, comme tu le dis, tu as différents types de CMO. Tu as des gens orientés presse, communication, digital, marketing. Donc c'est très complexe. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit bon sur la partie acquisition. Ouais, donc j'ai préféré me diriger vers un profil qui est plutôt grosse. Après, pour être sûr, t'es jamais sûr, hein, t'es jamais sûr à 100%. Tu vois, le prochain Ouais. podcast qu'on fera ensemble, j'espère te dire je suis une licorne et mon CMO il a cartonné. Mais en fait, je vais faire 3 entretiens avec lui. Je vais le faire voir mon comité de direction pour qu'il puisse discuter avec, peut-être à une ou deux reprises. Il va rencontrer sa future équipe pour pouvoir échanger avec. Je l'ai fait rencontrer un CMO expert que je connais bien pour qu'il me valide le fait que c'était un bon profil. Donc voilà, il y a eu un process où il a dû faire entre 7 et 10 meetings avant que je fasse Quand même. la proposition quoi. Ok, ouais, quand même, oui. C'est vrai que, ouais, à partir de 10 meetings, c'est vrai que c'est quand même costaud. Très bon. Comme tu dis, tu peux jamais être sûr, mais bon, ça enlève, on va dire, quand même quelques problèmes. T'es jamais sûr. Ok, bah écoute, on verra. J'espère que, en tout cas, ça va bien se passer, que tu reviendras dans un an nous dire que tu as tout exposé avec ton nouveau CMO et qu'effectivement, on peut jamais être sûr. C'est quoi un peu ton gros Et apprentissage du moment? je voulais Vas-y. te mettre un emoji cœur là, mais j'ai pas trouvé sur Riverside. Non, non, même si tu fais ça, je pense que ça peut marcher. Ils ont mis des IA maintenant. Ouais, ça marche plus. Mais j'ai pas entendu ta question. C'est quoi ton plus gros apprentissage du moment? Alors, du moment, je sais pas. Par contre, je peux dire mon plus gros apprentissage en général.
C'est que la Ok. seule chose qui importe, c'est les gens que tu vas recruter. En fait, tout le reste, tu t'en Ok. fous. Si tu recrutes à Et chaque fois la bonne personne à la bonne position, sur le bon timing, tu réussiras. C'est la seule source de succès, c'est celle-là. bah, justement, ma question du coup que j'ai, c'est, je ne dis pas que tu passes pas 100% de ton temps à recruter, même si en vrai, tu devrais, tu vois, idéalement. C'est quoi encore les petites tâches qui traînent un petit peu? Alors, je me doute que tu plus dans l'opérationnel pur, mais en vrai, ton quotidien, il ressemble plus ou moins à quoi en termes de missions et de tâches? Ouais. Alors, c'est vrai que je suis plus dans l'opérationnel. Par contre, ce que j'ai au quotidien, t'as passé du temps avec mes équipes pour apprendre à les connaître, me rendre disponible pour eux quand ils en ont besoin, ouvrir mon réseau quand ils en ont besoin ou quand j'en ai besoin, aider sur les deals, sur toute la partie vente quand ils ont besoin de moi, je monte dessus. Ça va être structurer mon comité de direction et être sûr qu'ils réussissent à travailler ensemble pour réussir à délivrer sur la partie opérationnelle. Gérer ma relation investisseur au quotidien, et après aller chercher des fonds lorsque c'est nécessaire, et faire en sorte que ma culture d'entreprise reste vivante, existante et utilisée, on va dire, par les équipes dans le quotidien. Donc en fait, et le recrutement aussi, je continue toutes les personnes qui passent dans ma boîte, même des stagiaires, je les vois. En fait, je veux voir 100% des personnes qui rentrent chez moi. Rien que ça. Justement, c'est quoi un peu les prochains postes vraiment importants que tu vas recruter après tes CMO? CPO, c'est le prochain poste important que je vais recruter. Et après le reste à voir en fonction du développement de la boîte, mais ouais, le prochain rôle c'est CPO. Bah écoute, franchement, en tout cas, Dorian, merci beaucoup d'avoir été aussi transparent, on va dire, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu es en train de faire. Si jamais les gens doivent retenir, on va dire, une seule chose sur Zelic, qu'est-ce qu'il faut leur dire, Zelic? En vrai, c'est fait pour qui? Bon, je pense qu'ils l'ont compris, mais si jamais tu veux le redire tu une dernière fois pour le marketing. Mm. Ouais, meilleur outil de prospection pour les boîtes mid-market. Donc c'était une équipe de commerciaux entre 5 et 50. On est le meilleur espace de travail pour trouver les données et réussir à t'aider à prospecter et obtenir du rendez-vous. N'hésite pas. C'est fort, ça, parce qu'à la fois c'est niche, à la fois, bon, des boîtes qui ont entre 5 et 50, t'en as quand même beaucoup, donc tu peux aller chercher pas mal de monde, ouais, là-dessus. Juste, dernière question en termes d'expansion. Là, du coup, alors tu l'avais dit, de toute façon, ton produit led growth, tu laisses, on va dire, toutes les personnes du monde rejoindre ton produit. Et là, en termes de sales, c'est France et bientôt les US. Pour l'instant, ça va être tes deux seuls marchés en termes de prospection active. T'en as pas d'autres? Espagne et Italie. Ok. Ok, ouais, c'est un peu des marchés plus ou moins similaires à la France, entre guillemets. Ouais, et que j'ai déjà fait, donc je connais, donc un peu plus facile. J'ai déjà les people, j'ai déjà la stratégie, c'est plus facile. Ok. Bah écoute, nickel. Dernière question que je pose et que j'ai oublié de poser parfois aux invités. C'est quoi un peu ce qui te fait kiffer dans ton quotidien? Alors, tu vas me dire, forcément, enfin, mes équipes, elles sont trop fortes, j'aime bien travailler avec eux, ça, ok, en vrai, on le sait, entre guillemets. C'est pas des petits trucs vraiment précis qui te font kiffer dans ton quotidien. Il y a pas mal de choses. La première des choses, c'est chercher à atteindre l'ambition que j'ai en termes de produits, c'est-à-dire m'approcher de ma vision. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je me renseigne sur le marché, je me documente, j'apprends, j'essaye d'anticiper le futur. Et en fait, de commencer à voir les premières briques arriver de ma vision, je trouve ça excitant. Euh, J'aime bien également la partie recrutement, voir les people. Je trouve ça assez sympa. Après, à grosse dose, non, mais à petite dose, je trouve ça plutôt cool. Euh, Toute la partie création de culture d'entreprise, j'adore. Euh, il y a pas mal de bouquins qui m'ont inspiré, mais tu vois, je trouve ça génial de créer un noyau solide où les gens sont heureux de venir travailler. Et en fait, ça me fait kiffer de créer une boîte où les gens se sentent bien. Et après, ce qui me fait kiffer aussi, c'est quand je vois que j'ai de la traction dans mon projet, c'est de me dire si on réussit, je vais réussir à faire en sorte que des gens de ma boîte gagnent beaucoup d'argent. Et tu vois, qui se retrouvent dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, et je trouve ça kiffant, ça me motive. Quand je me lève le matin, je me dis ok, je me bats pour moi, je me bats pour ma famille, mais je me bats pour eux. Et j'espère que ce sera un succès collectif et qui me diront qu'ils étaient contents. Et tu vois, chez Ivancy, ma boîte d'avant, je discute encore beaucoup, j'ai beaucoup de contact avec mes anciens salariés.
Il y en a beaucoup qui m'ont rejoint dans ce nouveau projet-là. Donc c'est plutôt Ok. cool. Ça montre qu'ils avaient aimé la culture de la boîte. Et quand je discute avec et ils me disent, écoute, bah, depuis j'ai fait deux ou trois autres boîtes et en fait, j'ai jamais retrouvé une boîte où je me suis senti aussi bien que chez toi. Et bah, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à avoir une culture forte où les gens sont heureux chez moi. J'arriverai jamais à rendre tout le monde heureux, hein. T'as toujours des gens qui seront pas heureux, qui aimeront pas la boîte ou autre, mais en tout cas de faire le maximum pour réussir à le faire, quoi. Ouais. Juste, quand tu dis que tu vas rendre certains salariés riches, tu leur as donné des BSPCE où ils sont associés, ou c'est juste les faire monter graduellement dans la boîte? J'ai donné des BSPCE quasiment à tout le monde, en tout cas aux premiers arrivants. Donc tout le monde est Ok. incentivé sur le succès de la boîte. Et après, je sais que chez Ivancy, il y a des gens la plupart des personnes n'avaient pas de BSPCE, mais il y a des gens qui ont eu des très beaux postes après Ivancy, après l'exit. Et je pense qu'un jour, ça arrivera également et que le tampon Zelic Early Stage chez nous aidera les gens dans leur développement professionnel. Donc ouais, tu as différentes façons de réussir à les rendre un peu plus riches, quoi. C'est vrai que ça, c'est beau pour le coup, parce que même si moi, je promets pas mal le modèle de solo agency, parce que c'est ce que je développe actuellement. Après, bon, forcément, je suis plus jeune, j'ai encore le temps de monter des grosses boîtes. Mais le fait de rendre tes employés, à la fin, leur donner le tampon d'une immense boîte, et tu sais que si la personne a été à tel poste, dans la licorne, qui est maintenant Zadig, tu vois, ils vont trouver du taf n'importe où, et qu'en plus, tu peux peut-être rendre limite tous tes employés millionnaires si, on va dire, ils ont des bonnes BSPCE. J'avoue que ça, c'est quand même un sentiment qui peut vraiment être fou. Bah écoute, j'espère réussir pour peut-être pas les rendre tous millionnaires parce que ça dépend de l'attribution que j'ai pu faire, tu vois, sur le C'est temps de sûr. BSPCE. Mais j'espère en tout cas qu'ils sortiront tous avec quelque chose s'ils auront fait ces 4 ans minimum avec moi, quoi. Ok. Bah, écoute, c'est beau. Ah, franchement, écoute, Dorian, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai en description. Qu'est-ce qu'on met? LinkedIn et Zelic. D'ailleurs, peut-être, je sais pas si t'as un essai gratuit ou un truc, je mettrai un lien s'il faut. Ouais, Et puis écoute, bonne chance pour les US. Si jamais t'arrives vraiment à craquer les US et que t'exposes là-bas, on refera un podcast et tu nous diras comment t'as craqué les US. avec plaisir. Yes. Bah, écoute, d'ici là, ciao ciao et surtout, bah, bon courage. À tout, ciao, ciao.